OK, je voulais revenir sur le dernier cours, c'est-à-dire qu'on avait vu que c'était un petit peu bizarre ce qui se passait lorsque on a un observateur, disons A, qui est au sol, au repos par rapport au sol, qui va regarder un train passer devant elle à vitesse V, dans lequel se trouve Bob, disons, et lui a une lampe de poche dans ses mains, puis va allumer la lumière. Et donc, il y aurait de la lumière qui se propage selon lui à vitesse C. Et là, ce qu'Einstein disait, c'était que pour Alice aussi, ben, la lumière se déplace à vitesse C et non à vitesse V plus C, comme on le penserait de façon intuitive si on avait seulement les transformations de Galilée en tête. Et donc là, je voulais revenir sur cet exemple-là pour justifier que, ben, pourquoi Alice et Bob voient tous les deux la lumière à vitesse C. En fait, ce qui nous manquait à la fin du cours dernier, ben, en fait, ce qui me manquait en termes d'explication, c'est que cette situation-là, elle est mal définie. C'est-à-dire que j'ai présenté ce schéma-là au début de la section sur sur les mesures, sur la méthode de mesure, pour en venir à la conclusion qu'il faut changer la façon dont on voit le temps et l'espace. C'est-à-dire que dans la situation qui est présentée ici, comment est-ce qu'on mesure le temps, puis comment est-ce qu'on mesure les longueurs? C'est-à-dire que, OK, un observateur dans, je vais appeler le référentiel au repos, disons, O. Donc, un observateur dans le référentiel O, comment est-ce qu'elle mesure le temps et l'espace? Même chose pour le référentiel O' qui se déplace à vitesse V par rapport à O. Ben, comment on fait pour mesurer le temps et l'espace? Donc, elle est là, la confusion, c'est-à-dire que c'est mal défini ici, parce que j'ai un observateur dans O. Y a-t-il une horloge? Y a-t-il deux horloges? Comment ils mesurent les longueurs? Est-ce qu'ils doivent être deux dans le référentiel O pour être capable de mesurer des quantités? Même chose dans le référentiel O', c'est-à-dire que c'est quoi pour lui mesurer du temps et des longueurs. Donc, pour répondre à ça, il faut définir les événements, c'est-à-dire l'événement de début sur notre horloge, l'événement de fin sur notre horloge, pour le référentiel O et pour le référentiel O'. Donc là, ici, il manque de stock, si vous voulez. Pour faire ça, ben, je vais faire un exemple, en fait, que j'ai trouvé dans le manuel, donc vous pourrez facilement retourner le voir. C'est la section, en fait, qui n'est pas vue dans le cours. Donc, c'est vraiment juste pour la curiosité, là, si vous avez envie d'aller la voir. C'est la section 8.8 sur l'effet Doppler relativiste. Fait que dans le fond, ça reprend pas mal une situation similaire à celle qu'on a ici. Puis, ça calcule le temps qui est différent entre des événements dans O et dans O', pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis, en fait, la lumière se propage bel et bien à C dans les deux. C'est ce qu'on va voir. Donc, la situation va être la suivante, c'est-à-dire que j'ai deux référentiels. Je vais les mettre un au-dessus de l'autre, mais imaginez-vous qu'ils sont que l'axe X et X' coïncident. Là. Juste pour rendre les choses un peu plus claires, on les différencie. Donc voilà, j'ai deux référentiels et le référentiel prime va à une vitesse V par rapport au référentiel pas prime. Donc, à l'origine, ici, je vais mettre un observateur O' et à l'origine de l'autre système de référence, un observateur O. Et donc là, je vais prendre ça ici.
il y a un photon ou une source lumineuse qui va être allumée au point O'. Et donc, la lumière, si on la voit comme une onde, ben, on peut la représenter comme une succession de fronts d'onde. C'est-à-dire que j'ouvre la source lumineuse et là, il y a plusieurs fronts d'onde comme ça qui se propagent un à la suite de l'autre. Et donc, pour l'observateur O', qui lui a la source lumineuse dans ses mains, ben, c'est quoi le délai de temps entre l'émission de deux fronts d'onde, c'est-à-dire entre deux lignes jaunes? Donc, pour O', le délai de temps entre l'émission de deux fronts d'onde, ben, c'est le temps propre. Parce que lui, dans le fond, imaginez-vous qu'il a une seule horloge dans ses mains, puis il peut faire start quand il voit un premier front d'onde partir, puis stop quand le deuxième front d'onde part. Donc, lui, il a une seule horloge pour mesurer le temps entre les deux lignes jaunes. Donc, le temps entre l'émission de deux fronts d'onde est le temps propre. T0. OK, et là, je vais définir des événements. Donc, événement 1. Et là, supposez que il y a vraiment quelqu'un qui est à O', quelqu'un d'autre qui est à O. Donc là, on a deux personnes en ce moment dans notre schéma. Le premier événement, ça va être lorsque le premier front d'onde est émis lorsque O et O' coïncident. Donc là, ça voudrait dire que notre point de départ, ça serait O et O' sont à la même coordonnée d'espace, puis à ce moment-là, dans l'espace et dans le temps, ben, il y a un premier front d'onde qui est émis. L'événement 2, ça va être le deuxième front d'onde, donc une deuxième ligne jaune, atteint O. Et là, la question, c'est à quel instant ça se passe, ça? Oups. C'est-à-dire que le premier front d'onde est émis lorsque O et O' coïncident, mais le deuxième front d'onde, ben là, il y a une distance parce que le référentiel prime bouge par rapport au référentiel pas prime. Donc là, le deuxième front d'onde va être émis à une certaine distance de O. Et là, ça va prendre un certain temps pour atteindre O' ensuite. Donc, on veut savoir c'est à quel instant que le deuxième front d'onde touche O. Et là, pour faire ça, ben, on va ajouter un acteur. Donc, on va supposer que dans le référentiel XY, donc pas prime, ben, on a un acteur B. Et sa position coïncide avec O' au moment où le deuxième front d'onde est émis.
Donc là, on place B pour qu'il coïncide avec O', lorsque le deuxième front d'onde est émis. Donc, quand le deuxième front d'onde est émis, c'est pas quand le deuxième front d'onde atteint O. Il est juste émis, donc là, il est ici, puis il va falloir qu'il se déplace ensuite jusqu'à O. OK. Donc là, ensuite, ben, on peut commencer à définir des mesures. C'est-à-dire que le temps entre l'émission de deux fronts d'onde pour OB, c'est quoi? Mais là, on a besoin de deux personnes, donc deux horloges pour le savoir, c'est-à-dire que la personne à O pourrait peser sur son horloge lorsqu'elle coïncide avec O'. Là, ça se déplace jusqu'à B, puis B va peser sur son horloge lorsqu'il coïncide avec O'. Fait que dans le fond, on a un temps TB moins TO. Et donc, ça, c'est je vais appeler ça delta T. Mais on sait que ce n'est pas un temps propre, étant donné que ben, il y a deux horloges pour le mesurer. Et donc, ce temps impropre, ben, par la dilatation du temps, il est égal à gamma T0. Et là, si on veut savoir... donc là, premièrement, on a déjà une observation qu'on peut faire, c'est-à-dire que à quel taux s'écoule le temps pour le référentiel prime? Ben, disons que on prend comme unité de temps l'intervalle entre deux fronts d'onde. Ben, on avait dit que c'était le temps propre pour O'. Donc, imaginez une seconde pour O', c'est, par exemple, l'intervalle de temps entre deux fronts d'onde. Mais là, on dit, OK, pour le référentiel pas prime, ben, cet intervalle de temps-là, il est différent, c'est gamma T0. Donc, le temps s'écoule plus lentement, c'est-à-dire que la seconde est comme étirée dans le référentiel pas prime. Donc, déjà là, ben, on voit que parler de vitesse, ça dépend intrinsèquement de comment tu vois le temps puis comment tu vois l'espace. C'est-à-dire que si le temps, la seconde, elle est comme plus longue pour toi, ben ça change comment ta vitesse, elle est calculée. Parce qu'il ne faut pas perdre de temps, faut pas perdre de vue que la vitesse, c'est des longueurs sur du temps. Si pour toi, ton temps est dilaté, ben ça change ta définition de vitesse. Donc, si c'était juste la dilatation du temps, par exemple, je vais écrire C égale D sur T, donc une distance sur du temps. Si on avait juste la dilatation du temps, ben, ça voudrait dire que, par exemple, si D est constant puis qu'il n'est pas contracté, ben, ça voudrait dire que si T est plus grand, ben, on aurait un C plus petit. Ou vice-versa, si T était petit, ben, il faudrait avoir un C plus grand. Mais ce n'est pas le cas, parce que nous, on sait que, oui, il y a la dilatation du temps, mais D n'est pas fixe. D aussi est comme
changer dans nos perceptions, c'est-à-dire qu'il y a la contraction des longueurs qui vient contrebalancer finalement